Plus grand, plus fort, Stéphane Soumier sur BFM Business. Bien. Et ce mois-ci encore, donc, je vais prendre la liberté de modifier vos habitudes. Le COMEX de l'info, il est là. Enfin, il sera là ce week-end, je vous rassure. Samedi 19h, dimanche 20h. Mais c'est vrai qu'une fois par mois, on l'avait fait le mois dernier. On va le faire donc. On va le faire ce mois-ci, on le fera, alors non pas le mois prochain d'ailleurs, parce que le prochain ce sera à la toute fin du mois de mars. On fait un rapport d'étape sur notre campagne Plus grand, plus fort, après 4 lundis, 4 semaines pendant lesquelles on a essayé de développer certains des points clés qui, nous semble-t-il, et nos partenaires sont là pour le confirmer, freinent la croissance des entreprises. On fait donc un rapport d'étape et puis ce rapport d'étape, eh bien, on l'agrémente parce que partout, tout le temps sur BFM Business, il faut des histoires d'entrepreneurs, de quelques histoires d'entrepreneurs. Et c'est Octave Klaba qui nous accompagne et qui va nous accompagner ce soir. Bonsoir Octave Klaba. Bonsoir, ça va. Merci beaucoup de venir nous voir ce soir parce que c'est toujours un tout petit peu compliqué. Et d'ailleurs, vous allez être au confluent des 2 grands thèmes qui nous ont accompagnés cette semaine. Et on va comprendre pourquoi c'est un tout petit peu compliqué, parce que l'un de ces thèmes, c'est la projection à l'international. Et Dieu sait que, alors, OVH, on vous héberge. L'entreprise d'Octave Klaba, elle est très très largement projetée à l'international. Et puis l'autre thème, alors, je vais pas dire la techno, parce que sans arrêt, on va parler de techno avec Guillaume Delavalade, le directeur exécutif d'SFR Business. Mais c'est précisément la sécurité numérique. Et on va insister là-dessus, Guillaume, parce que il faut être très clair. Il n'est pas question de dire, et on va pas dire ce soir que nos PME peuvent être la cible de hackers russes. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est bien la perte de données. Le sujet, c'est bien ce chiffre très impressionnant que vous m'avez donné. Quand une entreprise perd ses données numériques, dans 80% des cas, elle fait faillite dans l'année qui suit. Donc la sécurité numérique, et Dieu sait que OVH est au cœur de ces dispositifs. Et puis la data. Et ça, je voudrais juste commencer par là aussi de manière très rapide. C'est avec KPMG, Nicolas Baudouin, qui va nous accompagner ce soir encore, qu'on a parlé de la data. Et avec une notion que j'ai trouvée très intéressante, enlevons le big. Le big fait peur à tout le monde. Parlons de la data, de cette petite richesse que chaque entreprise possède, Nicolas Baudouin. Oui, parce que Big Data, ça fait un peu Big Bang, donc on se dit exactement. C'est beaucoup trop lourd, alors que en fait l'idée c'est clair, c'est de se dire que d'abord les entreprises sont assises sur un tas d'or qu'elles ne connaissent pas, c'est l'ensemble de leurs propres données, c'est aujourd'hui pour accéder à de nouveaux marchés, comprendre de nouvelles cibles, de trouver de nouveaux espaces, il y a aujourd'hui la possibilité d'exploiter assez facilement avec alors bien sûr nous-mêmes, d'autres prestataires, ces environnements-là pour aller repérer dans des marchés internationaux. Bon, mais on va pas faire le truc maintenant. Juste. Voilà. En tout cas, voilà, c'est ça. Il faut pas faire peur aux PME. Il faut leur dire que c'est facile. C'est de la smart data. Le temps que je présente Pascal Auger, qui représente la Société Générale, notre 3e partenaire, directeur Global Transaction and Payment Services. C'est la seule fois que je le dirais. Voilà. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, on parlera ensemble de projection à l'international. Et puis l'autre entrepreneur. Et la data aussi. Et de data, aucun problème. Et puis l'autre entrepreneur. Alors toutes les tailles d'entreprise. Octave Klaba, c'est quoi le chiffre d'affaires d'OVH Cette année, on va atteindre 400 millions. 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est ça, c'est des croissances de quoi, 20-30% par an aujourd'hui On est plus proche des 30. Ouais, plus proche des 30. Et puis Marc Brua est avec nous aussi. Bonjour Marc Brua. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Marc. Et votre boîte s'appelle Squad. 19 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Exactement. Ouais. Je vais raconter pourquoi vous êtes là. Ah oui, allez-y, c'est bon. On va raconter ça parce que il faut aussi, et cette dimension, on va passer 1 heure ensemble, et cette dimension ressources humaines. Alors on en parlera plus le mois prochain, mais c'est une dimension aussi sans doute très très importante dans la croissance des entreprises, et donc de ça aussi on va parler, mais avec Squad, finalement on a une dimension ressources humaines. Il se trouve que cette opération Plus grand, plus fort, elle résonne quand même pas mal sur les réseaux sociaux, et je me suis fait poursuivre sur LinkedIn par l'un de vos gars qui est à Toulouse. Maxence Bobin, ouais. Voilà, il est à Toulouse. Absolument. Il m'a envoyé un message, mais alors formidable, sur ce que vous étiez en train de faire, sur le développement de l'entreprise. J'ai lu ça, notamment dans la sécurité numérique. J'ai lu ça, j'ai dit waouh, bon, ok, c'est pas mal. Et puis le gars est revenu. Et vous avez cédé. Et j'ai cédé. Mais non, mais parce qu'en plus votre histoire est très intéressante et on va la raconter ensemble. Mais au cœur de ça, ce que vous m'avez dit, c'est que à Toulouse, partout, vous avez combien de filiales en France, Squad ? On a 5 agences et effectivement sur chaque agence, en fait, les managers sont associés en fait. Voilà.
tous les gars sont associés au capital. Absolument. C'est une sorte de groupement que vous faites. Hein, On va dire qu'on a Squad. une garde rapprochée et qu'on a voulu associer en fait au capital de la société. Ouais. Et l'autre point important, Marc, après on va parler évidemment de votre activité et puis on va parler ensemble de sécurité numérique puisque vous êtes là-dedans, hein, Oui, vous aussi. absolument. Ouais. C'est que c'est votre troisième entreprise, c'est ça C'est notre troisième entreprise. Ouais. Mon associé et moi-même, en fait, Eric Guilherme, c'est la troisième entreprise qu'on monte. Et, Non pas que les autres aient calanché d'ailleurs, hein. Ah non, on c'est a- que vous avez bien revendu à chaque oui, fois. alors pas à chaque fois pour être honnête, mais enfin, on a toujours revendu, parfois bien, parfois moins bien, mais c'est effectivement notre troisième projet. Non mais dans cette histoire qu'on essaye de raconter plus grand, plus fort, j'ai souvent l'image, vous savez, du satellite qu'on envoie très très loin et qui reprend de la vitesse en tournant autour d'une planète, qui reprend de la vitesse par la force centrifuge et qui peut ensuite se projeter encore plus loin. Absolument, ouais. Mais c'est un peu en fait l'idée de Squad. C'est vrai qu'on est, je pense, plus fort. Et d'ailleurs, quand on compare par rapport à notre précédente société, on fait aujourd'hui en 5 ans chez Squad ce qu'on avait fait. Enfin, on fait 50% de plus chez Squad que ce qu'on avait fait sur la même période dans notre précédente société. Donc, on va plus vite, plus fort, plus grand et plus. Bon, Octave Klaba. À chaque fois qu'on parle d'OVH, il y a quelque chose qui calme tout le monde. Donc OVH, on vous héberge. On va raconter que vous faites des data centers, que vous êtes dans le cloud, que vous êtes l'un des rouages essentiels de l'internet. Et il y a un truc qui calme tout le monde à chaque fois, c'est quand on vous demande qui sont vos concurrents directs, Octave, aujourd'hui. Aujourd'hui, sur l'activité cloud, nous avons effectivement des bons concurrents. On a des AWS, on a Google. Alors AWS, personne connaît. Amazon Web Services. Voilà, donc on a Google, on a Microsoft, on un a petit peu IBM. IBM, SoftLayer. Voilà, donc ça c'est sur l'activité cloud, ce sont nos concurrents. Et donc la particularité d'OVH, c'est que nous sommes les seuls à proposer du cloud en étant européens. Tous nos concurrents sont américains. Tous nos concurrents, ils viennent de l'Amérique du Nord, alors que nous sommes les seuls qui ont su grandir pour avoir une taille respectable, pour pouvoir ensuite aller aux US et faire ça dans l'autre sens. La semaine dernière, il y a une dizaine de jours, on peut suivre les aventures d'Octave Klaba, mais allez-y, hein, grâce à votre compte Twitter. Vous prenez des photos de vos data centers comme si c'était, je sais pas moi, des œuvres d'art, parce que pour vous ce sont des œuvres d'art, hein, Octave. Et on voit toute la construction, parce que c'est ça qui est fantastique aussi, c'est que c'est l'impact physique du web que l'on voit à travers vos data centers. Hein. Donc le dernier, il était où aux États-Unis là, celui que vous... Donc là, on a annoncé l'achat du bâtiment à Hillsboro, donc c'est en Oregon, à la côte ouest des États-Unis. Où on a acheté les bâtiments dans lesquels nous allons construire les data centers d'une capacité de 40 000 serveurs physiques. Après avoir annoncé que nous allons faire un autre data center côte est, là pour cette fois-ci, côté Washington DC, pareil, 80 000 serveurs par contre là. Ça vous fera combien? Parce que là, vous avez 250 000 serveurs aujourd'hui. En production, nous avons 250 000 serveurs, c'est ça? Et donc là, vous allez monter au-dessus de 300 000 avec l'ensemble. Aujourd'hui, on est en production vingtaine de data centers. On construit actuellement 8 nouveaux data centers. Il y en a 3 en planification pour fin de cette année. En fait. 16 millions d'applications dans le monde, c'est ça, hein, tournent grâce à OVH. 3 millions de sites sont hébergés par OVH aujourd'hui. Voilà, donc 3 millions de sites avec les noms de domaines associés, les .com, les .fr, les emails. Et derrière la troisième activité, parce qu'il y a cloud, il y a le web hosting, il y a la troisième activité, c'est télécom, qui est plus française, où on propose l'accès Internet pour les entreprises et la téléphonie pour les boîtes. C'est là où vous allez être concurrent de SFR. Mais non, mais en même temps, Guillaume et Octave, vous disiez, le marché est à ce point large aujourd'hui, et il y a un tel boulot d'évangélisation que finalement, il y a sans doute de la place pour tout le monde. Hein, il y a de la place pour beaucoup de monde, et effectivement, c'est un chiffre qui était rappelé par le président de l'ARCEP, 7% des entreprises en France fibrées. Donc ça laisse 93% de potentiel pour aller fibrer. Et les données qu'on va retrouver dans les data centers d'OVH, eh ben, il faut bien qu'elles passent par quelque part. Et donc on a toute la France à fibrer. Alors je sais pas, Octave Klaba, alors on va le raconter, on a le temps. Hein, il vient de Pologne. Vous êtes venu de Pologne en quelle année, Octave? 99? 90. 90. J'avais 16 ans, ouais.
Et comme, enfin, vous respectez la langue française davantage que nous, et moi je vous ai entendu pendant de nombreuses années dire des data centres, comme si vous refusiez de dire data center. Moi, attendez, je travaille en France et donc je vais dire des data centres. Vous dites data center maintenant, ou vous dites toujours des data centres? Ça dépend du contexte, oui. Un dernier chiffre que j'adore, c'est la géographie en fait de l'internet à travers le monde. Il vous faut un data center tous les 20 millisecondes, c'est ça C'est ça, en fait. C'est que quand on propose les services pour nos clients, ils construisent les sites, les applications, et lorsque les clients ils cliquent sur une application, ils s'attendent à avoir une réponse très rapide. Et en fait, si les data centers ils sont construits tous les 20 millisecondes et l'application elle est distribuée sur l'ensemble des data centers, en fait, c'est là qu'on obtient de bons temps de réponse. Sinon, le visiteur il attend, et à un moment, il part. 20 millisecondes. Et ça, c'est 2000 km, hein? C'est 2000 km. 20 millisecondes, c'est 2000 km. 20 millisecondes. Guillaume de Lavalade, la différence entre un site qu'on va continuer à consulter et un site qu'on va abandonner, ça se fait sur 20 millisecondes aujourd'hui. Alors même sur des distances parfois moindres, parce que il y a de plus en plus d'applications. On parle beaucoup en ce moment de toutes les voitures autonomes et voitures connectées et autres. C'est vrai. Mais là, on va être sur des temps de réponse qui vont même à l'échelle d'un pays. On va pas pouvoir se permettre d'avoir un utilisateur dont les données vont aller à Marseille puis revenir. Même avec la meilleure fibre optique, on va atteindre des niveaux de temps de latence si faibles qu'il va falloir rapprocher encore plus les data centers des utilisateurs. Parce que le sujet c'est qu'un gamin est en train de traverser et qu'il faut que la voiture autonome le repère tout de suite et il n'est pas question qu'elle fasse 40 millisecondes d'aller-retour. Exactement. Et ça c'est un sujet qu'on arrive à bien appréhender, mais il y a plein d'autres sujets. Et pour l'anecdote, tous les gamers, tous les joueurs testent les différents fournisseurs d'accès Internet basés aussi sur le temps de réponse, parce qu'ils savent que leur succès au jeu va dépendre aussi du temps de latence. Je me souviens que quand la 4G a été lancée, il y avait aussi les enchères sur eBay, où ce qu'on appelle le temps de latence était en fait plus rapide. Il y avait un temps de latence plus faible sur le portable que sur les PC, et que tout à coup les enchères eBay basculaient, enfin les plus importantes basculaient sur le portable. C'est vrai ça? Alors, il y a eu des cas effectivement. Il y a eu des cas comme ça. Il y a eu des cas comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps sur les réseaux mobiles, on a fait beaucoup la course au débit. Alors on en a toujours besoin des débits, parce que ne serait-ce que pour absorber toute la masse de données, de vidéos qui sont produites chaque jour, et donc il faut bien les transporter. Mais de plus en plus, l'accent se met sur la latence. Et si vous prenez les différentes applications qui vous permettent de tester les réseaux, vous allez voir que le temps de latence sur plein d'applications, sur du site, sur une navigation Google, des vidéos d'images, tout ça c'est testé. Bon, parlons de sécurité. Aujourd'hui, Guillaume de Lavalade, je reste avec vous, directeur général SFR Business. Aujourd'hui, les entreprises ont-elles pris conscience, et on parle des PME, ont-elles pris conscience de ce que représentent leurs données, et accordent-elles à l'ensemble de ces données numériques les dispositions de sécurité qu'elles devraient leur accorder? Bon, la réponse est portée dans la question, si vous me permettez. D'une certaine manière. Et alors, je voudrais juste revenir un petit peu sur sécurité. Mais c'est non, quand même. Non, mais il vaut mieux la donner comme la réponse. Oui. Non, bien évidemment, il y a une méconnaissance profonde effectivement, de l'importance de la donnée. On parlait d'entreprises, Nicolas parlait d'entreprises assises sur des tas d'or de données. C'est vrai, mais ce tas d'or, il se trouve qu'il est en train de grossir, parce que de plus en plus, vous absorbez dans vos business de nouvelles données, vous allez les collecter. Ce matin, il y avait un reportage qui m'a passionné sur votre chaîne, avec les drones en Australie qui vont faire les chiens de berger. C'est vrai. Voilà, l'agriculture génère juste ce business-là, une montagne de données qu'on n'avait pas imaginé il y a quelques années. Et donc, du coup, pour les entreprises, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où je perds ma donnée, et là, je ne suis pas seulement sur la sécurité avec de l'attaque, je suis sur de la résilience, je suis sur la capacité à avoir un plan de reprise d'activité, et bien, effectivement, c'est mon business qui s'effondre. Et ça, c'est quelque chose qui est notoirement méconnu par les différentes PME. Octave, quand on s'était vu il y a 2 ans, je vous avais dit il faut choisir entre 3 priorités. Je vous avais dit l'énergie, parce que c'est quand même une donnée fondamentale pour vous, l'énergie aujourd'hui, la puissance et la vitesse et la sécurité. Sans hésiter, vous aviez dit la sécurité. C'est ça. Aujourd'hui, la sécurité, c'est la base de notre métier, puisqu'elle génère la confiance. Et sans la confiance de nos clients, en fait, on dit à nos clients, ayez confiance en nous et hébergez vos données chez nous. Parce que nous, on sait bien faire notre métier. Donc, la base, en fait, de ces métiers-là, de notre métier, est la confiance. Et la confiance, bien sûr, c'est la sécurité. Et est-ce qu'ils sont
aujourd'hui suffisamment conscients de l'enjeu que vous représentez? Alors oui, sans doute vos grands clients, mais peut-être que vous allez essayer de chercher aujourd'hui. Vous êtes installé notamment, enfin le siège d'OVH, c'est à Roubaix, c'est dans le Nord aujourd'hui. Vous allez voir, j'imagine là, des clients des PME, des clients de taille intermédiaire. Est-ce qu'ils sont conscients de l'enjeu que peuvent représenter aujourd'hui leurs... Aujourd'hui, non, ça vient progressivement, ça vient globalement. Par exemple, les backups, les sauvegardes, vous le faites une fois que vous avez perdu les données. Ouais, c'est ça. C'est une fois que vous avez été touché, là, ça apprend. Là, on dit, ah tiens, et dans certaines offres, nous proposons les backups par défaut. Et là, les clients, ils découvrent que s'il a le backup, il peut revenir en arrière. Et puis finalement, on peut restaurer son site parce qu'il s'est fait hacker, parce qu'il n'avait pas eu des trous de sécurité, etc. 80% des entreprises qui perdent leurs données font faillite dans l'année, Guillaume de Laval. Et il faudrait vraiment que la sécurité devienne comme l'airbag dans la voiture, c'est-à-dire que vous n'achetiez, ce soit un critère d'achat. C'est ça. Par défaut, comme dit. Exactement. Sauf que si je prends l'exemple de la voiture, on est encore un peu au début des années 80, il n'y a pas d'airbag, et donc il faut que maintenant on n'achète plus que des voitures avec airbag. Marc Bruat, oui. Comment est-ce que vos clients justement regardent cette question? Tout à coup, faudrait dépenser pas grand-chose en plus, j'imagine, à chaque fois pour assurer la sécurité de l'ensemble de vos données aujourd'hui. Alors nous, on a la chance en fait de travailler quand même plutôt avec des grands comptes. Donc c'est vrai. Les grands comptes sont quand même très sensibilisés à la sécurité depuis de nombreuses années. On a commencé il y a des années avec les banques qui ont à mon avis été les premières à s'intéresser au sujet. Donc les grands comptes sont quand même relativement bien équipés, bien sensibilisés, etc. Ce qui pour autant ne les empêche pas en fait d'avoir de temps à autre des problèmes. Donc on voit même que même les grands comptes aujourd'hui sont pas complètement sereins sur leur sécurité. Non, mais ce qui est intéressant avec ces grands comptes, et ce que vous me racontiez, c'est que eux, il faut leur dire, de toute façon, alors on n'est plus là sur l'inondation, sur l'incendie, on est plus sur l'attaque, effectivement, qui pourrait venir à un moment. Et leur dire, de toute façon, elle viendra. Là. Absolument. Même les grands comptes aujourd'hui, de toute façon, même le savent. En fait, on leur tient le discours assez pragmatique de dire, malgré toutes les sécurités que vous pourrez mettre en place avec nous, avec d'autres fournisseurs, il faut se préparer à l'attaque et comment on réagit après attaque, en fait. Donc, il y a tout un travail à faire en amont, notamment sur la donnée, justement, de classification des données, de vérification de où les données sont localisées. Et ensuite, il y a derrière, en cas d'attaque, le plan d'action qu'il faut dérouler. Interrompre l'attaque, déjà, c'est comme la première des choses. Ouais. Restaurer les données, s'assurer que les données restaurées sont bien intègres. Parce que c'est bien beau d'avoir un backup, mais si le backup renvoie les données corrompues, on n'en sort pas. Ouais. Donc ça, et puis ensuite, il y a toute une phase en fait qui est importante aussi, sur laquelle nous on travaille beaucoup, c'est toute la partie investigation. Vous êtes attaqué, il faut derrière, nos spécialistes vont chez les clients pour vérifier, aller étudier, voir si on trouve des traces de l'attaque, être capable d'en faire des preuves. Où a été le problème? Où a été le problème? Qui a ouvert la pièce jointe qu'on n'aurait jamais dû ouvrir? Absolument, ouais. Et derrière, en fait, parce que c'est quand même les sujets aujourd'hui, c'est de récupérer des preuves, en fait, ou en tout cas des débuts de preuves qui peuvent être demain produits devant un tribunal. Quoi. Et alors et si vous me permettez, Stéphane, je vous en prie, en 30 secondes, pour les grands groupes, il y a aussi un dernier élément qui joue beaucoup, c'est la culture, et la culture des employés, parce que les réseaux sociaux sont tellement pervasifs qu'ils sont complètement intégrés à la vie de beaucoup d'employés, et ils peuvent présenter une faille majeure de sécurité pour ces grands groupes. Et alors c'est vrai que autant côté grands groupes, tout l'aspect sécurité, duplication d'infrastructures, comme vous le disiez, c'est pas le risque d'inondation qui est à craindre, mais en revanche, là aussi, pour tous les employés, il y a une vraie éducation à mener. Guillaume de Lavalade, mais Marc Bruat, il y a d'autres gros acteurs qui s'occupent de ça. Ah oui, il y a d'autres. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une petite boîte comme Squad, avec très respectable 19 millions d'euros de chiffre d'affaires? On en fait à peu près autant, tiens, voilà, BFM Business. Donc, Dieu sait que c'est respectable. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un acteur comme ça de taille moins importante? Alors d'abord, pour agir sur ces enjeux. Déjà, c'est vrai qu'on a un avantage, c'est que mon associé et moi-même, en fait, on est dans le domaine de la sécurité depuis 20 ans, ce qui finalement fait nous un peu des dinosaures. Ouais, exactement. Donc là, effectivement, c'est un vrai avantage pour nous. Ensuite, on est dans un marché qui est ultra pénurique. On parle aujourd'hui d'une carence de 1500 ingénieurs en sécurité en France. Donc, les clients vont travailler avec ceux qui ont les ressources. Et de ce point de vue-là, on n'est plutôt pas mauvais. Alors, et c'est un sujet sur lequel je pensais qu'on... Mais allons-y, Octave Klaba, parce que les ressources humaines sont fondamentales. C'est la base. C'est la base de tout. C'est la base. Dans l'ensemble de votre histoire, les ressources humaines ont été au centre de tout, Octave Klaba. On fait un métier industriel, puisqu'on construit des bâtiments, on met des serveurs dedans, on a des lignes de production des serveurs, on n'achète pas les serveurs chez des constructeurs, on les produit nous-mêmes. Vous les faites vous-même, oui.
Et donc, on fait un métier qui est très industriel. N'empêche que l'homme, il est la base de notre métier. Sans l'homme, on ne peut juste pas le faire. Parce que tout simplement, il faut continuer à innover, parce qu'il faut répondre aux clients, parce qu'il faut continuer à maintenir les services, il faut débugger, il faut trouver répondre à des nouvelles fonctionnalités. Donc l'homme, l'ingénierie, l'innovation qui vient avec, c'est la base en fait. C'est lui qui a des bons ingénieurs, c'est lui qui a des bonnes personnes, c'est lui qui a des talents, c'est lui qui gagne. Aujourd'hui, c'est ça. Pascal Auger, on est en train de... Ah oui, mais c'est ça qui est passionnant, mais on est dans une campagne présidentielle là, dont certains nous disent que le travail est en train de disparaître, et on a celui qui est au cœur de ce qu'il y a de plus moderne, enfin les deux, Guillaume de Lavalade et Octave Klaba, qui nous disent l'homme est au cœur de tout là. Encore. Effectivement, et on est habitué maintenant à aller chercher des ressources, même dans des domaines dans lesquels on n'allait pas chercher. On parle de data scientist. Nous, pour améliorer nos défenses en matière de sécurité, on est même allé voir. Générale, hein. Oui, on est même allé voir des sociétés à lesquelles vous avez déjà donné une tribune. Je pense à une petite société, vous avez déjà reçu, qui était Oticonsult. Oticonsult qui utilise ce ne sont pas des malades, mais ce sont des autistes Asperger. Et bien sûr. Je sais pas si vous vous souvenez. Une jeune on femme fait affaire de petite société, mais avec des capacités à travailler dans les modèles de données. Ça s'appelle le syndrome d'Asperger. Voilà, exactement. c'est ça. Qui donne des gars qui alors ont un problème relationnel profond, mais une capacité de calcul à comprendre les modèles complexes. Voilà. Exactement. Et bien, on utilise aussi ce genre de compétences aussi pour nous aider à améliorer nos défenses de sécurité. Et je voulais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Marc. Quelques secondes parce qu'il va falloir qu'on marque une première pause. On parlait de pédagogie, on parlait aussi d'éducation de notre staff. On passe, nous, en tant que conseillers des clients, énormément de temps à conseiller les PME, les petites entreprises sur la sécurité. Et on fait énormément de pédagogie, de roadshow, avec des boîtes comme celle de Marc. Vous, banque. Ah oui, nous, banque. Société Générale. Nous, banque. Moi, j'ai mis des équipes qui vont dans les agences, qui organisent. Il y a quelques années, on parlait. Parce que c'est l'actif, finalement. Oui, on parlait de club d'investissement. L'actif de confiance, c'est ça. C'est ce que disait Octave. Mais bien sûr. La sécurité de la donnée, c'est ce qui fait aussi le fait qu'on ait un tiers de confiance. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour continuer ce débat. Plus grand, plus fort, donc tous les un vendredi par mois, voilà, pour vous accompagner. Rapport d'étape sur notre campagne pour faire grossir les entreprises. Tous les week-ends,